Troisième intervention de notre matinée. Je fais traîner un peu les mots de manière à ce que chacun puisse regagner sa place. Troisième intervention de notre matinée. J'ai souhaité inviter Pascal Lyonnais, qui va nous parler d'une association qu'il dirige depuis 2008, si je ne me trompe pas, qui est un programme extraordinaire, comme on en voit peu. J'ai envie de dire, c'est des choses qu'on pourrait imaginer au Japon. Enfin, il pourrait y avoir. Pour moi, il y a quelque chose qui fait vraiment rêver dans ce que tu as mis en place. Et tu vas bien sûr bien mieux expliquer tout ça que moi, mais qui consiste à inviter des artistes. Pour le coup, j'ai dit cette petite phrase hors des sentiers battus, parce que évidemment là, on parle de ville, on parle de beaucoup d'urbanisme et d'urbanité, et puis je trouvais ça intéressant qu'on ait un contrepoint, et c'est Pascal qui va nous créer ce contrepoint avec ce programme qu'il a imaginé donc dans la Meuse, en tout cas dont il s'occupe maintenant depuis 2008, et qui consiste donc à inviter un certain nombre d'artistes en milieu rural, avec une énergie fédératrice qui est vraiment exceptionnelle. J'ai vu que tu avais mis des petits prospectus à disposition, ça c'est super, et j'en profite pour vous dire, parce que l'équipe des Météo Havre et le GIP est vraiment sympa, il y a des goodies en fait pendant cette journée qui ne sont pas à gagner, qui sont en accès libre. Donc il y a un certain nombre de livres au fond là-bas sur le bar où vous allez chercher le café, des livres qui correspondent aux anciennes saisons, etc. Vous pouvez évidemment vous servir et partir avec. Voilà, Pascal, je te passe la parole et puis on fait comme on a fait jusqu'à présent, on rebondit, on donnera la parole au public à la fin de ton intervention. Le temps que ces petits flyers se distribuent. Il n'y a rien à faire, je pense. Tu as juste à parler dedans. C'est tout bon, voilà. Vous m'entendez? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Gaël, pour cette invitation. Un petit voyage. Alors, un petit voyage en Lorraine, dans l'Est, le nord-est de la France, en Meuse, en effet, à Vendée-Forêt. Donc, dans ce département de la Meuse, un projet qui existe depuis 25 ans, en fait. Voilà. En effet, je le dirige depuis 2008. Et c'est un programme assez inouï en pleine ruralité. Hein, voilà. Même si on a 1 heure de Paris en TGV, mais c'est quand même une campagne française, une image d'Épinal, le petit village, 70 habitants, voilà, 5000 hectares de forêt. Peut-être prendre la géographie, Gaël. Voilà. Bon, comme ça, tout le monde se resitue sur la carte. Très bien. Voilà. Donc venir jusqu'au Havre, c'est encore, voilà, c'est un vrai dans plaisir. Une espèce de diagonale presque parfaite avec le Havre. Si. Voilà, on appelle aussi diagonale, non pas du plein mais du vide. Enfin voilà. Et donc si on avance, voilà, on va s'immerger dans une carte. Hein. Alors c'est pas la carte du métro, c'est pas la carte parisienne ou d'une ville, mais vraiment 5000 hectares de forêt, 45 km de sentiers, donc de la randonnée. Hein. C'est un projet qui associe promenade, marche, loisirs, détente, et puis une rencontre avec l'inédit, les œuvres en fait. Hein. 130 œuvres aujourd'hui sur 45 km de sentier. Donc, ce qui est beaucoup, en effet, avec des artistes déjà préalablement cités. Voilà. On va faire un petit tour. L'idée, c'est pas de commenter tout, mais c'est de comprendre l'énergie en cours de ces projets, comment cette ruralité peut être véritablement dans une dynamique et dans une force d'appétence et d'envie d'art. Hein, c'est un peu ça. Là, ce qu'on vit au Havre, c'est depuis des années, c'est vraiment croquer de l'art, on va dire, ce lien avec les publics. Nous aussi, on le vit en ruralité. Alors, pour le public local, mais bien au-delà, hein, parce qu'on n'est pas très loin de l'Allemagne, pas très loin de la Belgique, pas très loin de la Hollande. Voilà. Donc, les gens viennent de loin, de France aussi, bien sûr, pour cette interrelation entre art et nature. Peut-être. Tu me dis, je déroule. Oui, vas-y, tu as prévu Gaël. 229 slides, donc peut-être qu'il faut que je sois dans un rythme un peu soutenu. Oui, il y en a énormément. Bon, bien sûr, l'idée, c'est la forêt c'est un peu anxiogène, la forêt, hein, même si on a tous envie d'y aller, mais on est dans des bois, en fait, de villages, hein, gérés à la fois par l'Office national des forêts, mais aussi par les communes. Donc ça veut dire que la vie villageoise est présente dans ces forêts. Vendée-Forêt, ce n'est pas un parc, ce n'est pas un musée, c'est toute sa force. C'est d'avoir cette interrelation avec l'humain, l'habitant, le chasseur. Un vilain mot, mais un mot qu'on ne va pas mettre entre parenthèses. Hein, c'est
sociétal, ça fait partie de notre époque. Voilà, donc en fait, beaucoup de gibier, le sanglier, le chevreuil, les arbres, c'est des chênes, des hêtres, voilà, pour vous plonger un petit peu dans tout ça. Des forêts malades aussi, hein, parce que les forêts souffrent en France. Voilà. Mais la seule économie de ces villages, c'est l'exploitation forestière. Donc ça veut dire qu'on va couper des arbres, voilà. Toute la vie, on n'est pas hors du monde. On est dans une société qui vit avec une économie locale, et les artistes sont invités dans ce contexte. Voilà. Ce n'est pas une parenthèse, on est vraiment dans le réel. Et la force du projet, c'est vraiment faire en sorte que les artistes soient en immersion dans une réalité ici et maintenant. Alors, depuis peu, on a racheté un café. Reviens en arrière parce que le graphiste, l'artiste qui a fait la nouvelle typo Vendée-Forêt dans la salle, j'en suis ravi, il est parti de Nancy pour habiter Le Havre depuis 1 an. Ah bon ? Voilà, ouais. Voilà. Où est-il ? Où est-il ? Qu'il lève la main. Il est parti fumer. Il est parti fumer. Et il s'est fait coincer, la porte s'est refermée. Et... Bon, il est là-bas. Voilà. Bravo. Voilà. Donc vous vivez au Havre depuis 1 an. Et vous avez fait le graphisme de Vendée-Forêt. Voilà. Il a fait la NRT, l'école vraiment qui invente des typographies à l'école des Beaux-Arts de Nancy. Et donc c'est une commande passée par ce café, cette maison Vendée-Forêt, où maintenant, je dirais, on accueille le public dans un lieu un peu aussi de nostalgie, mais qu'un café traditionnel dans un petit village. Alors passons aux œuvres, parce que c'est aussi, mais alors, c'est une commande. Donc ces commandes peuvent être aussi des commandes graphistes, des graphistes, pardon. Vas-y, voilà. Alors, mais là, ça, c'est un projet, on va faire un slide un peu en continu. Donc, ça veut dire que les artistes sont invités à 100 projets, primordial. C'est-à-dire qu'une première rencontre, visite de ces bois, mais absolument pour moi important, c'est qu'il n'y ait pas de projet à la base. Moi, je les invite sur une logique de recherche, un parcours, voilà, une vision, mais le projet va se bâtir ensemble. Donc là, c'est avec Pierre Sparta, un cas particulier, mais de toute façon, tout est particulier dans ce contexte, où il a travaillé avec des détenus au centre de détention, avec des prisonniers. Voilà. Donc là, c'est au centre de détention, tout simplement. Plusieurs sculptures réalisées avec Pierre, donc sur des temps très très longs, très immersifs, et c'est complexe, hein, de travailler avec des détenus, surtout que là, il y a plein de nationalités. Et les œuvres après, c'est des détenus de longue durée, je crois. Oui, très très longues. Et voilà, la Meuse ne remplit pas cette prison entièrement, donc ils viennent de toute la France pour des temps de détention très très longs. Et donc, quitte après à ce qu'ils aient une autorisation de sortie pour aller en forêt. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est le statut de ces pièces. C'est-à-dire que l'œuvre, elle n'est pas mise dans... On fait beaucoup de projets en interrelation avec des publics, la pédagogie, voilà. Mais là, le statut de la pièce fait qu'elle est tellement forte, tellement volontairement portée par l'artiste, avec sa patte, qu'elle est rendue publique. Voilà. Elle a un statut d'œuvre au même titre que les autres œuvres sur les sentiers. Et donc, ça veut dire, elle est composée de 7 sculptures, et elle est inaugurée en juillet avec les nouvelles œuvres de l'année. Donc cette année, par exemple, il y aura normalement une dizaine de pièces qui vont être inaugurées au mois de juillet. Donc là, un moment collectif, on va dire convivial, voilà, où tous les publics viennent, et on inaugure les nouvelles pièces qui vont être sur les sentiers. Alors, tu vas voir, on va peut-être avancer un petit peu. Ça, c'est la pièce de Pierre Sparta. Donc ça, c'est des œuvres qui ont été co-créées avec les détenus. Ouais. Ouais, il a orchestré le travail des détenus. Ouais. Alors, je le connais un peu, Pierre, et il me disait que, par ailleurs, il y a des détenus qui n'avaient jamais fait une sculpture de leur vie, qui n'avaient jamais même fait un dessin quasiment de leur vie, qui se sont projetés complètement. Ouais. Et donc, lui, en tant qu'artiste, il assume des formes qui ne sont pas tout à fait son écriture à lui, mais il se met au service de l'expression de ses détenus. C'est le statut, en fait, c'est ça. Après, alors, il y a un temps de... Oui, on a livré 500 kilos de terre dans la prison, hein. De terre glace, énorme. Donc il y a un rapport de confiance, 500 kilos de terre. Hein. Donc imaginez, ça arrive dans une salle de la prison, voilà, des détenus qui sont une peine de plus de 20 ans, 50, enfin voilà, c'est des peines énormes. Et donc forme contre forme, moulage, voilà. Et après, Pierre est resté plus d'1 mois dans une grange au sein du village pour concrétiser les pièces. Voilà, pour réaliser à partir des moules, les pièces ont été faites. Voilà. Après, le temps d'installation, trouver l'emplacement. Alors, pareil, l'emplacement des œuvres arrive à la fin. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, parce que l'œuvre, on la voit se fabriquer, évoluer ensemble. Elle s'affine, on va dire, elle prend corps.
au rythme de 3-4 mois. Et l'emplacement qui va être le bon éclairage, comment le public va la découvrir, comment il va avoir envie de la photographier, est-ce que c'est de la mousse au sol, est-ce qu'il y a un chêne à proximité, enfin voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu qui vit bien sûr de la saisonnalité. Hein, penser un emplacement en hiver, quand il n'y a pas d'œuvre de feuilles aux arbres, c'est quasiment impossible. Hein. Donc ça veut dire que cette saisonnalité-là est évidemment très importante. Et donc, au mois de mai, on reparcourt les sentiers afin de se dire, est-ce que c'est un espace minéral, non minéral, quel type de végétation, enfin, voilà. Une question technique, Ouais. Tu le fais à pied ou tu as un petit vélo? Tu as quoi? Tu as une voiture électrique? Non, je n'ai pas de voiture électrique. Les quads et tout cela sont un petit peu proscrits. Et l'idée, c'est vraiment de... Il y a des jambes en béton, quoi, en fait. Oui, et puis enfin, cette forêt, elle est gérée, donc ça veut dire il y a des parcelles et elle est pensée pour l'exploitation, donc ça veut dire qu'il y a plein de raccourcis. Hein, le backstage, vraiment, c'est théâtral. Hein, ce que l'on donne au public, voilà, c'est comme un théâtre, on peut y accéder par derrière. Hein. Donc c'est tout ça. Et moi, la théâtralité de l'ensemble, l'idée, c'est vraiment d'inscrire, on a vu le balisage, mais des traits discrets, à la fois de sécuriser, hein, de donner confiance au public, et de peu intervenir. Il y a un décor qui est à mettre en place, à sculpter, je dirais, avec le paysage. Et l'intervention se fait souvent, on va dire, discrète, mais voilà, même si les pièces sont souvent très colossales. Voilà. Vas-y, poursuis. Alors, voilà, ça, c'est, vous voyez, c'est un moment aussi média. Hein. Alors, c'est pas oublier que nous, on est très enclavés. Hein. Ce département, là, j'ai pris soin de vous montrer où il était sur la carte, parce que c'est vrai qu'il y a un enclavement culturel. Et puis, voilà, donc ça veut dire tout ce qui est pour médias extrêmement important pour nous. Alors, des artistes qui viennent de tout horizon. Là, c'est un artiste de Polynésie française, Alexander Lee. Voilà, donc qui a travaillé au sein d'une chapelle. Voilà. Donc ça peut être la forêt, mais ça va être aussi le patrimoine en local, bien entendu en interrelation avec les élus, mais également les artisans. Donc un artiste, là par exemple Alexander Lee, a séjourné, alors là c'est a séjourné chez un menuisier, dans une carrière de pierre. On évoquait tout à l'heure avec Isabelle les pierres de Savonnières de Vambard, c'est à 20 km de chez moi. Voilà. Vous voyez, c'est ce contexte d'une campagne, d'une ruralité, avec des ressources. Donc ça veut dire ces ressources. Là, par exemple, c'est un artiste. Vous voyez, on travaille en pleine forêt. Je déroule et tu m'arrêtes. Parce que oh non, vas-y, il n'y a pas de... Tu vois, voilà. Donc en interrelation avec un artisan, en interrelation avec un lycée professionnel, un atelier fonderie à Nancy. Voilà. Donc nous, on a des principes d'économie. On parlait budget tout à l'heure. Nous, c'est vous allez sourire, c'est des micro-budgets. Hein. Donc ça veut dire qu'on va solliciter, on va travailler avec un lycée, le lycée Loritz, qui a une section fonderie. Voilà. Donc sur une œuvre, il peut y avoir de la fonte, il peut y avoir du verre, un vitrail, un maître verrier, de la taille de pierre. Voilà. Et les artistes, on va attendre un petit peu. Donc les artistes aussi sont en mode d'apprentissage. Hein, c'est vraiment cette interface, rencontre. Ils viennent aussi pour apprendre. Hein. Donc ça veut dire, et c'est ça qui vient enrichir les passations de savoir. Alors là, Marine Casimir, artiste allemand, bien sûr que vous avez peut-être croisé plusieurs fois. Voilà. Donc on s'était vu à Düsseldorf il y a 2 ans. Marine me fait un croquis sur une table et je dis mais on va se donner les moyens de réaliser cette pièce. Voilà. Donc rencontre avec le chaudronnier en local, les tests, la soudure. Voilà, merveilleux, merveilleux. On est dans l'artisanat là, hein, pour la pièce, pour la réalisation, hein, du point de croix. Hein. Tu reviens en arrière. Oui, voilà. C'est une ligne. On voyait. Voilà. Alors ça, c'est la maquette de Marine. Voilà. Peut-être avant encore. Alors, les sculptures sont. La forêt est accueillante, je dirais. À chaque fois, c'est comment on s'aventure dans des protocoles et des esthétiques extrêmement divers, extrêmement multiples. Hein, voilà. Il n'y a pas de monotonie dans tout ça. Donc c'est simplement une seule ligne. Voilà, qu'on parcourait. Et ce qui est très beau, c'est parce que dans cette ligne, ça devient comme un mini-cirque, comme un mini-théâtre. Tu peux avancer. Voilà. Encore. Voilà. Donc ça, c'est dans l'atelier. Souvent, une maquette, à un moment donné, quand on est d'accord sur le principe, un dessin. Voilà.
Ça a été pris cet hiver. Voilà. Mais c'est grand, hein, c'est 6 mètres au sol, hein, diamètre. Après, autre travail avec des détenus, parce que le protocole est bien en route, donc ça veut dire aussi un travail avec un céramiste originaire de Bretagne, voilà. Quentin Marais, tu peux avancer, hein, voilà. Donc ça, les pièces sont faites dans l'esthétique de Quentin Marais avec les détenus. Donc c'est un projet qui est mis en place. C'est trois sculptures voilà, qu'on devine de loin, qui ont trouvé, voilà, ça c'est le travail d'un détenu d'origine russe. Tu peux avancer, voilà. Dans notre, vous voyez, nous on n'a pas de locaux proprement dit, donc on va investir des granges, des ateliers d'artisans. Pareil, le travail avec des détenus. Pièce d'Éric Nussbiker, qui a fait plusieurs œuvres avant des forêts, à la fois monumentales, mais aussi des pièces sonores. Voilà. Vous avez peut-être croisé son travail au musée de la Chasse ou récemment à la Cité de la musique. Voilà. Tu peux avancer, oui, oui. Donc, intervention de Lebras, par exemple, entreprise qui intervient actuellement à Notre-Dame pour les charpentes, entreprise locale. Un projet avec un designer, Pierre Charrier, voilà. Projet autour du son. Vous avez sûrement peut-être croisé aussi le travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vraie application, un vrai souci, une élégance quant à l'objet, mais au son, voilà. En interrelation avec l'eau, le souffle. Et donc là, c'est un travail aussi de céramique, avec comme ça ces zébrures, cette peau, hein, cette céramique qui devient peau, et comment, au-delà du brame du cerf, on va entendre le souffle de ces colonnes musicales. Voilà. Donc Pierre avec la personne qui l'a accompagné pour faire les tests. Alors c'est des protocoles très très longs, hein, de fabrication. On s'y prend plus d'1 an en avance. Alors c'est un partenariat avec le Mémorial à Verdun. On est sur des terres bien sûr qu'on plus d'un séquel il y a 14-18, à la Première Guerre mondiale, même si on n'est pas proprement dit avant des forêts sur des zones de combat, mais sur des zones de repli. Et là c'est un travail tout en poésie avec Olivier Nat, originaire de Marseille, où il a fait une fresque à partir de graines de chia. Je ne sais pas comment on prononce exactement, voilà, qui après l'amidon fait que ces graines sont naturellement collées à la paroi et avec le temps, elles vont se disperser sur les champs de bataille. Bon, voilà. Donc là, c'est une pièce qui a été faite l'année dernière. Mexizeng, vous voyez, là, c'est une construction comme une aire de repos, en fait. Où on vient, alors là, c'est pas encore fait, mais on vient s'allonger, en fait, sous l'œuvre. Il y a comme un endroit où on peut se détendre. L'idée, c'est un lieu d'écoute. Voilà. Parce que cette forêt, bien sûr, c'est une invitation. Moi, le grand souhait, c'est qu'on puisse... je considère qu'il y a une vertu par la marche. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire que ces zones de repos, ces zones de silence, ces zones d'écoute, où le regard est patient, aujourd'hui c'est primordial, politiquement, esthétiquement. Et donc on crée comme ça des zones d'attention. Et donc sous cette sculpture, on vient écouter le chant du merle, enfin voilà, le jet, c'est vraiment ça. Et l'emplacement a été choisi en conséquence. Donc thermolacage, il se trouve, vous voyez, dans les liens avec les entreprises en local, depuis 2 ans, il y a une entreprise de thermolacage qui s'est créée. Alors évidemment, moi, tout de suite, toc toc. Tu vas sauter dessus. Ah bah oui, je vois une opportunité, la couleur, la chromie, voilà. Donc c'est vraiment un tissu, une communauté, hein, de savoir et un vrai potentiel pour les artistes. Jean-Baptiste Janisset, voilà, pareil, avec... Jean-Baptiste est au milieu, avec les chaudronniers qui l'ont aidé à réaliser cette calèche, on va dire, voilà, qui est dans le village aujourd'hui. À partir où il est venu faire des moulages, on est sur la vallée de l'Assau, donc à côté de Bar-le-Duc. Et dans la vallée de l'Assau, il y a toute une tradition de la fonderie, la fonte. Et donc, il est venu faire toute une série de moulages à partir de plaques de cheminée, de Christ en croix, enfin voilà, toutes les multiples qui étaient faits à l'époque, au 19e.
Et donc, son travail est comment dire, il est aller à la ressource et vous voyez, donc de caducée, enfin voilà, on va retrouver plein de symboles qui sont liés à des expressions aussi régionales. Pour l'anecdote, c'est un artiste qu'on avait montré dans les Révélations Emmerich, mais il n'a pas pu être présent parce qu'il s'était empoisonné. C'est empoisonné ? Oui, c'était empoisonné avec ses moulages ou ses je ne sais plus quoi. Il a fait un truc, c'était il y a quelques années. Heureusement, il s'en est bien remis. C'est un artiste qui, effectivement, dans la pratique, consiste à mouler partout où il va, en fait. Hein. Ouais. C'est un très, très beau travail. Voilà, oui, magnifique. Dans le village. Et oui, magnifique. Ouais. Et à chaque fois, on part d'une page blanche. Hein. C'est voilà, zéro. Mais souvent, on est à l'origine, comme ça, d'un début d'aventure assez audacieuse, je dirais. Alors, une artiste du Congo, Brazzaville, c'était lors d'un programme d'Africa 2020, voilà, avec Bill Koulibaly. Très, très beau travail. Tu peux avancer autour d'un poème dont j'ai oublié le poète. Tous les enfants, en fait, en Afrique apprennent ce poème. Et c'était après le Covid, et ça parle des anciens, de la terre, enfin, une espèce de pont comme ça, entendu entre l'Afrique et ce département de la Meuse. Un poème très, 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 très fort, une très belle pièce. Et pour ce faire, en fait, Bill a séjourné dans une tuilerie traditionnelle, en Champagne-Ardenne. Donc four à bois, fabrique de tuiles, de briques. Voilà, assez merveilleux. Donc des séjours qui peuvent être longs. On se pose la question le processus de travail. Et la pièce est un peu en forêt actuellement. Et on peut lire à haute voix les poèmes, hein, c'est ça. Là, typiquement, c'est par exemple, il y a un projet artistique, tu as identifié un partenaire possible, ou en tout cas un lieu de réalisation, ou bien c'est l'artiste qui savait tu lui as défriché le terrain. Comment ça s'est fait avec Bill ? Juste pour donner un exemple de l'écosystème, en fait, parce que ce que je comprends, c'est que j'imagine qu'il y a du partenariat, ce qu'on appelle en nature dans nos métiers, c'est-à-dire, en tout cas, je veux dire, de la compétence, et que les entreprises, certainement, ne te facturent pas plein pot la prestation. Enfin, j'imagine. Oui. Après, on est souvent sur des artisans. Hein, oui. Parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Comment vas-y. Juste, j'imagine qu'il y a un engagement, il y a une participation, et que c'est... j'imagine qu'il y a une complicité qui s'est nouée avec certains artisans, qu'il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre du don de leur côté. Au moins du temps. Le don, c'est parce que l'artiste va loger. Par exemple, Bill logeait chez la Tuilerie Royer, en Champagne-Ardenne. Il logeait chez eux. Voilà. Dans la Tuilerie ? Ouais. Voilà, il logeait chez eux. On n'est pas sur la première collaboration. On a travaillé avec eux aussi, avec Pierre. Non, j'ai oublié le nom. Bon, on va voir le projet tout à l'heure. Voilà, généralement, il y a un lien de fidélité qui est très, très fort, et de confiance. Et puis nous, bien sûr, après, il y a une facture qui arrive, hein, on règle. Voilà. Mais le temps donné, le temps de rencontre, le temps de... Alors, ça rejoint un point important. Chaque artiste est logé chez l'habitant. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est à 60 km du Vendée-Forêt proprement dit, bon, l'artiste ne va pas faire des allers-retours tous les jours. Donc le plus simple, vraiment, c'est qu'elle loge et qu'elle participe à la vie familiale, tout simplement. Et évidemment, il y a de l'amitié, tout ça, ça se passe sans moi. Après, nous, on fait confiance au territoire et aux gens qui l'incarnent, qui ont des savoirs. Et de part et d'autre, voilà, les choses... C'est une très belle pièce. Très, très... Alors, c'est des paris à chaque fois. Hein. Et Bill fait plutôt de la vidéo. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment aussi dans la littérature. Donc, il fallait trouver un angle où la sculpture était un petit peu un pas de côté pour elle. Hein. On fait souvent des pas de côté. Hein. C'est aussi notre rôle. Le statut, on est une labellisation centre d'art d'intérêt national, centre d'art contemporain, d'intérêt national, c'est une labellisation du ministère. La particularité du lieu, c'est qu'on n'a pas de lieu ferme. Il n'y a pas de white cube. Voilà. C'est vraiment 5000 hectares de forêt. Et en plus, on n'est pas propriétaire de cette forêt. Donc voilà, c'est vraiment, on interagit avec l'humain et on fait communauté. Cédric Esturio,
Voilà, donc ça veut dire apprentissage de la sculpture sur pierre, mais aussi processus avec un verrier, avec Stéphane Pelletier, vous connaissez peut-être, qui était à Pantin il y a encore quelques années. Voilà, voilà, c'est Stéphane Pelletier qui est à Saint-Miel, voilà, où il y a la boucherie Polmar, entre autres. Voilà, ça c'est où j'habite. Voilà. Donc Stéphane qui installe sa pièce en verre. Alors, la pièce d'Amandine Gourosiaga, voilà. Ce sont des lames de différentes qualités de métal. Voilà, le travail avec d'études d'Amandine et le soudeur. Voilà. Alors, Amandine était totalement autonome. Hein. Elle avait l'atelier pour elle. Vous voyez le décor. Hein. Elle a déjà cette pratique. Elle soude dans son propre atelier. Donc, j'imagine que ça a été pour elle un plaisir d'avoir des super pros. Elle revient. Elle était là encore début. Voilà. Bon, bah, les artistes viennent, reviennent. C'est un lieu aussi où il est possible d'avoir des ressources, hein, en termes de matériaux premiers, des poutres de chêne, voilà, donc souvent d'autres pièces dans d'autres processus des 1%. Voilà, ils me ressollicitent. Ah, Pascal, je peux appeler Dominique, le chaudronnier. Voilà, on fait la pièce, vous voyez. Voilà, c'est un lieu ressource, hein, c'est avant tout ça. Alexandre Hurlier à nouveau, dans la carrière de Pierre. Alors, c'est pas la carrière qu'on évoquait tout à l'heure pour la pièce d'Isabelle, mais c'est vraiment une autre, c'est à Senonville, voilà, pierre calcaire. Il faut savoir que ce département a vraiment été pourvoyeur de pierre pour l'Opéra de Paris, pour beaucoup de bâtiments parisiens, hein, que ce soit les carrières de ville, Senonville, et l'avantage c'est qu'il y a encore quelques des carrières qui n'appartiennent pas à Rocamaat, donc voilà, qui appartiennent vraiment à des familles. Voilà. Alors c'est des bancs de pierre, encore il n'y en a plus tellement. Voilà, donc une pièce qui implique peinture, installation, voilà, dans une petite enclave. Oh. Ça nous parle à un étéoaf, si tu veux. C'est des choses, on voit bien ce que ça pèse, ce que ça... Oui, c'est... Voilà, l'équipe. Tu peux avancer. Une pièce de Liu Boling, alors que nous n'avons pas produit. Ça, c'est un cas particulier, mais... parce qu'on avait vraiment un travail précédent fait avec la galerie. La galerie me dit, Pascal, tu sais, cette pièce-là de Liu Boling, on l'a en stock. Est-ce que ça nous embête vraiment? Est-ce que ça serait idéal qu'elle soit dans ton contexte visible? On a demandé à l'artiste, bien sûr. Tout le monde était d'accord. Du coup, on s'est chargé de l'installation. Enfin voilà, donc c'est merveilleux de la voir. Et c'est bien sûr symboliquement comme ça un ancrage, un point fort. Donc c'est un dépôt? C'est un dépôt, oui. C'est un dépôt de la galerie. On a quelques cas particuliers comme ça. C'est un projet qui a été fait avec la Fondation de France et le programme des nouveaux commanditaires, à l'époque, il y a quelques années, d'une grande fresque dans le village, voilà, avec Noël Varocchi, avec qui je prépare une exposition là, en ce moment à Saint-Louis, pour le groupe Hermès. Vous voyez, donc dans la région, il peut y avoir d'autres commandes qui voient le jour. L'inauguration de la pièce, Jean-Luc Vernat, pareil. Alors c'est un dépôt aussi, vous voyez, parce que Jean-Luc a fait une pièce importante, sa première étoile. Voilà, vous l'avez tous vu ou pas, au Jardin des Tuileries, voilà. Enfin, il a maintes interprétations, mais ça, à un moment donné, il y a peut-être 10 ans de cela, ou même, Jean-Luc me dit, ah, Pascal, tu sais, j'ai tellement envie de faire une sculpture, j'y arrive pas, voilà, personne me voilà, je n'arrive pas à la produire avec Air de Paris, bon, comment il me la dessine sur un coin de table, je dis, mais Jean-Luc, on va la voir tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Et suite à son exposition au Macval, il y avait ces pièces très fragiles, c'est du marbre Labrador. Voilà, en fait, c'est extrêmement fragile, donc il fallait la déplacer. Voilà. Ben, elle est scellée, hein, on ne va pas la... Sinon, ça se casse. Hein, voilà. Donc, c'est bien sûr... voilà. Christophe Doucet. Voilà. À nouveau, une pièce d'Eric Nussbiker. La précédente avait été produite, la première que vous avez vue a été produite pour... comment s'appelle ce lieu-là, donc française, là, en ce moment? Villers-Cotterêts. Voilà, pour Villers-Cotterêts. Donc c'était pour One Shot, c'était pour un événement à Villers-Cotterêts. Il m'avait demandé de la produire pour Villers-Cotterêts, ok. Et après, le deal, c'était qu'elle revienne sur notre territoire. Voilà, bon, c'est des choses comme ça. Voilà. Toujours un principe d'économie. Donc on avait travaillé avec un lycée professionnel autour du bois. Donc des processus plutôt longs, installation complexe, très beau travail d'Amandine Arceli, laine, pigments, voilà, très très beau travail.
avec des bénévoles. Bien sûr, on est sur l'entraide, c'est à la fois mon équipe, on est 7 salariés. Pour la prod, pour la communication, et puis bien sûr des bénévoles, les artisans, voilà. Tout le monde est investi. On se demande pourquoi tu es là-bas depuis 2008. Ah, putain, mais c'est trop génial, tu peux pas savoir, c'est pour ça que j'y suis. Non, parce que là, je fais cette petite parenthèse, c'est la chance qu'on a dans ces programmes en tant que directeur artistique, c'est chaque semaine, il va se passer un truc dans notre vie. Je dis ça, cette chance, c'est qu'on va découvrir un métier, on va découvrir des personnes, on découvre, je veux dire, voilà, le monde carcéral avec, je veux dire, on a l'image médiatique et puis il y a la réalité, il y a les humains. C'est un métier qui est profondément humain et les artistes, c'est vraiment des gens qui traversent tout ça. Et c'est un peu une métaphore aussi je pense, de ce qu'on essaye de faire. Ils nous font traverser tous ces paysages, en fait. C'est-à-dire que la société n'est plus un truc un peu compliqué, mais devient une connexion comme ça entre plein de savoir-faire, plein d'humanité, et souvent des gens très bienveillants. Et il y en a partout, en fait, sur tous les territoires. Et je n'aurais pas la prétention de dire qu'avec cette approche-là, on pourrait sauver le monde, mais je suis quand même pas loin de le penser. Et je referme donc cette parenthèse, parce que ce que toi, tu fais là montre que dans la ruralité, voilà, il y a cette énergie et il y a cette beauté, simplement, de s'intéresser aux autres, d'accueillir de l'art, et puis, grâce à ça, de créer ce que tu dis, vivre chez l'habitant. On imagine tout ce que ça implique. Après, c'est beaucoup de soins au quotidien. C'est ça, dans une société qui est en pleine mutation. C'est-à-dire qu'on est très ancré au réel. Et donc, ça veut dire le post-Covid. Nous, on a une croissance du public qui est juste phénoménale. Donc, ça veut dire la question du tourisme, elle prend des proportions très, très importantes. Comment on le maîtrise? Nous, on ne souffre pas du manque du public. Ouais. Pour nous, ce n'est pas du tout un problème. C'est plutôt le contraire. Donc, ça veut dire comment on le traite, voilà, c'est des vraies questions. Très belle pièce, s'appelle Nature. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est souvent, en fait, notre rôle aussi, c'est presque prototypage. On instille comme ça, dans les axes. Moi, je me pose sur la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que, dans cette interface, le contexte du milieu de l'art évolue très, très vite, les esthétiques aussi. On le vit actuellement, et c'est passionnant de suivre ça. Quelle typologie d'esthétique, quelle typologie de pratique, d'observer ça. Je vais dans ton sens, c'est vrai que, puisque c'est un programme qui est ancien en réalité, qui est je veux dire, qui retrace vraiment, qui fait une coupe comme un oignon, je veux dire, comme si on coupait un oignon sur une évolution aussi de l'esthétique, effectivement, des artistes que tu invites, on voit des jeunes aussi, l'émergence d'une plus jeune génération, etc. C'est vachement intéressant, le parcours lui-même est une page d'histoire de l'art. Et oui, par exemple, alors moi, ça me fait sourire, le retour du vernaculaire. Non, c'est un peu la tarte à la crème. Mais nous, c'était tout à fait légitime dans cette forêt. Je veux dire, donc on est légitimement, il y a 10 ans, voilà, la terre, la céramique, voilà, tout. Vous voyez, c'est une légitimité à cela. Donc d'instiguer, moi je le voyais venir cette histoire. Bon, voilà. Et donc je veux dire, les œuvres sont souvent en mode de prototypage. Voilà. Donc la prise de risque, voilà. Donc à nouveau la pierre locale, le chêne. Ah oui, la pièce de Maurice Chaudière. Vous voyez, on peut faire des pas de côté. Maurice Chaudière, vous avez peut-être lu son merveilleux livre chez Actes Sud, où quelqu'un qui a, dans les années 70, un peu historique, on est proche de Pierre Rabhi, voilà. Il vit en Ardèche, l'apiculture, la greffe, voilà, c'est vraiment un penseur, c'est passionnant la rencontre avec Maurice Chaudière. Voilà. Et donc là, on a repris... On a fait comme un multiple d'un prototypage de ruche, voilà, et qui a été fait dans la fameuse Tuilerie à proximité, à 60 km. Voilà. Vous voyez, il y a des projets avec Beat Lippert, un artiste suisse, voilà, dans cette fameuse carrière. Donc là, vous avez le décor à proximité d'une carrière. On a choisi le banc, voilà, la qualité de la pierre, pour pas qu'elle puisse se fendre sous peu. Voilà. Donc Isabelle, je pense sous peu, tu iras dans une carrière similaire sur le territoire avec Alain, le tailleur. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, Isabelle a vu des pièces avant des forêts, et d'un seul coup, naturellement, voilà, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelqu'un en capacité de suivre le projet. Un artiste, donc vous avez peut-être déjà croisé le travail, qui est... Aide-moi, Gaël. Qui est, pardon? Qui vit... ah mince, on n'a pas son nom. Qui est palestinien. Abdul Rahman Katanami. Absolument.
qui est palestinien. Voilà. Sublime travail. Donc c'est bien sûr la question du fer barbelé. Les Non-Football Club, donc un marqueur à chaud, hein, voilà, qui pointe Burn Out the Rich. C'est vraiment... Il manque The Rich là, The sur Rich, la voilà, vue. Je sais pas si... Voilà, on l'a là. Rester aux aguets, hein, brûler les riches, un peu ça. C'est voilà, rester voilà, avec le duo. Vous voyez des pièces qui sont d'esthétique multiple. Alors là, c'est particulier, on est dans un champ d'agriculteurs. Donc je ne vous raconte pas la négociation, comment d'un seul coup on rend ça possible. Et voilà, parce que c'était pour moi et pour eux l'emplacement idéal. Donc voilà. Avec Eric Cruz, toute une série de nichoirs, mais qu'on donnait lieu à un protocole de fabrication avec des bénévoles dans le village, avec la construction d'un four papier. Eric souhaitait expérimenter la construction d'un four comme ça, ce qu'on appelle un four papier. Donc on fabrique son propre four pour une cuisson à un temps donné, avec les pièces. Alors certaines vont être cassées, d'autres pas. Voilà, il y a un pari. Voilà. Et alors l'autre projet avec Eric Nussbiker, projet sonore. Voilà, fabrication de crânes sonores. Sounoj D. Sounoj, un artiste indien, originaire de Bangalore. Il y a 2 matériaux, cire d'abeille et 44 poutres de chêne. Sublime projet. Plus de 15 jours à poser comme ça la cire d'abeille chaude. Donc en forte chaleur l'été, ça sent la cire d'abeille. Ouais, c'est assez dingue. Et ça bouge pas. Alors ça bouge parce que ça fait quand même 5 ans que la pièce est là. Il va falloir que Sounoj revienne pour reposer de la cire. Alors il se trouve qu'on parlait de la pérennité des œuvres tout à l'heure. Les œuvres n'ont pas un statut de pérennité, donc pérenne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se poser la question de les restaurer, comment, quel budget, voilà, ou les enlever. Hein, voilà. Donc c'est un cycle aussi assez souple, même s'il y a 130 pièces. Tous les ans, on va restaurer des pièces. Et à un moment donné, ça a été évoqué tout à l'heure, on se pose la question de leur lisibilité. Visibilité également, lisible, visible, voilà. Et quand d'un seul coup on bascule sur quelque chose qui est plus lisible, on va enlever les pièces. Petite parenthèse, on parlera de cette question un peu plus pérennité et beaucoup de choses qui tournent autour de ça tout à l'heure avec Lucie Marigné en début d'après-midi, si ma mémoire du programme est bonne. Pascal, on arrive bientôt au déjà. bout. Ah oui. Il faut que Mais non, il ne reste plus qu'une centaine de slides, donc ça va. Peut-être voilà. Ce que je propose, parce qu'il va falloir qu'on passe aux questions, et peut-être continuer moi à dérouler avec mon index gauche, ce qui nous permet quand même de voir le slide. Benjamin, tu as le micro volant dans la main. Arrête-toi là-dessus, la pièce de Nicolas Floch, les bunkers à abeilles, pièce importante aussi. Bien sûr, qui parle de cette... oui, c'est des bunkers à abeilles, ça veut tout dire. Hein. C'est notre source, elle est là. Quoi. Un très beau projet avec Nicolas Floch. Bon. Une question dans le public, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Cette Vent des Forêts a été créée en 1997. Oui. À l'initiative de qui? De François Davin. D'accord. Et les financements? Oui, merci. Alors, on a... Vous êtes membre des Vents des Forêts, c'est ça? Non, vous êtes un complice. On a une convention triennale. Étant labellisé Centre d'art contemporain international, ça veut dire que dans la boucle, on a l'État, la région, même par financement, on va dire l'État, le département, qui finance à peu près à 120 000 € par an. Pour un département rural, c'est beaucoup. Voilà. L'État, après, quasiment équivalent. La région va donner autour de 70 000 € par an. Voilà. La communauté de communes qui va donner autour de 22 000 €. Vous voyez, c'est des petits budgets. Hein. Voilà. Mais on a un budget annuel autour de 420 000 €. Et on arrive à faire tout ça. Et le nombre de visiteurs annuels à peu près? C'est autour de 50 000 visiteurs par an. Ah oui. Voilà. Merci. Voilà, je vous en prie. Comment je les compte? Oh non. Je connais la question par cœur. Comment tu comptes tes visiteurs? Alors, comment je compte mes visiteurs? La carte, tous les ans, on l'édite à 15 000 exemplaires. Voilà. Elle n'est pas... c'est une carte, vous voyez, qui est un bel objet. Hein. Elle est donnée. Elle n'est pas déposée comme un fly. Hein.
Donc, le pari, c'est de se dire, voilà, c'est 15 000 entre les scolaires, les groupes, tout est, voilà, on estime à peu près 50 000. Voilà. Et je pense qu'on est... et on voit qu'il y a du monde, si vous voulez. Hein, nos chiffres, je dirais, après le Covid, sont... Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais... la question du tourisme se pose maintenant vraiment... voilà. Pièce en laine de Yuxing Yushang, artiste taïwanaise. C'est magnifique. C'est une artiste trop peu vue, je trouve, qui a une relation aux matériaux qui est extraordinaire. Et la pièce vieillit, mais elle vieillit bien, c'est-à-dire qu'elle a des verres, des chromis sublimes. Et c'est pas. Je pensais que la laine en l'extérieur. J'aurais pas parié dessus, mais. Alors ça dépend si elle a une prise au vent ou pas. D'accord. Là, elle est en creux de vallon. Là, on refait une nouvelle pièce de laine cette année avec du cardage, avec un artiste, Théophile, que tu connais peut-être. Et en fait, la question primordiale, c'est la prise au vent. Voilà. Elle aurait été dans un endroit, tu vois, sur une butte. Au bout d'un an, t'en parles plus. Voilà. Là, non, c'est possible. Très excellente artiste, Martine van den Ede également, voilà, artiste originaire de Belgique. Mais il y avait des questions, on était sur la phase question. Oui, bien sûr. Parce que moi, je m'égare. C'est vrai que le micro. Non, tu as dit tout à l'heure que la fréquentation augmentait très significativement. Ouais. Donc c'est 50 000 cette année. C'était combien les années précédentes? Et deuxième question, c'est comment est-ce que qui fait le choix des artistes? C'est moi. On va commencer par là-dessus. En fait, quand j'ai pris le poste, il y a, voilà, au moment du recrutement, moi j'étais assez clair. J'ai un métier, c'est la direction artistique. Bon, voilà, c'est mon métier. Voilà, et je le défends, mordicus. Donc il n'y a pas d'appel à projet. Il y avait un appel à projet au préalable. Pour moi, ce qui n'a pas de sens dans ce type de lieu. Après, il peut y avoir d'autres méthodologies. Il n'y a pas de thématique. La forêt, le contexte est suffisamment riche. Pas besoin de béquilles, pas besoin de thématique. Et puis, il y a des vrais choix. Voilà. C'est du repérage. Voilà. La difficulté étant que vraiment, je le redis, on avance sans projet préalable. Donc, on part d'une page blanche. Voilà. Et sur les visiteurs, c'est difficile de répondre, mais tu vois, 30, 40, enfin voilà, on était... Oui. Voilà, Stephen Rink, la pièce. Alors là, c'est merveilleux parce que on va voir Alain Berthaud, Isabelle, normalement, que tu as contacté. Voilà, Alain. Ah non, il n'est pas sur la photo. Donc Stephen Rink à gauche, avec des étudiants de Remiremont, taille de pierre. Et c'est voilà, la première pièce, mais c'est pas la première fois, la première pièce monumentale de Pierre Stéphane. Quelle aventure, quelle aventure. C'était l'année aussi, il y avait Claudia Comte. Donc voilà, c'était... Si, Alain est là, tu vois, Alain Berthaud, que tu as rencontré en décembre. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, Pascal, quand il s'adresse à Isabelle, il s'adresse à la première intervenante, Isabelle Déron, qui était notre première prise de parole. Parce que si vous voulez, tout ça, c'est du lien, quoi. Donc, voilà. J'ai une question. Ouais, pardon. Oui. Non, on voit que le programme, les artistes sont en relation avec des entreprises parfois. C'est un programme d'intérêt général. Ouais. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'entreprises mécènes qui viennent merci. participer au financement de ce programme. C'est la question. Mais on peut pas. On est sur des territoires qui n'ont pas d'histoire par rapport à ça. Mais donc ça veut dire aujourd'hui, vu qu'on on est sur une logique on a racheté un bâtiment agricole, une ferme dans un village. Ce café, c'est 1200 mètres carrés. Bon. Donc j'ai fait appel à un cabinet de mécénat, voilà, pour nous accompagner. Sébastien Fourreau, vous connaissez peut-être à Lille, voilà, qui fait un super travail en duo, qui nous accompagne. On travaille avec la CCI, il y a un vrai boulot et on voit qu'on a rendez-vous avec des grandes entreprises du territoire, mais le boulot, il est à faire. On part d'une page blanche. Vous ne pouvez pas imaginer sur ces territoires ruraux à quel point tout est à faire. Et c'est merveilleux, parce que voilà, nous, on est très, très repérés, on est bien accueillis. Donc là, voilà, on avait rendez-vous avec une entreprise qui fait de l'éolien, vous voyez, là récemment, avec des fromageries, on va voir tout le monde. Voilà. Et le mécénat, il est à construire. On est dessus, depuis un moment déjà. Alors là, bien sûr, la pièce, vous l'avez tous vue, la pièce de Vincent Mauger, pareil, qui a un tournant dans son travail. Remets-la, parce que, voilà, excusez Gaël.
Mais la pièce de Vincent Mauger, vous l'avez vu, la galerie m'appelle, il me dit Pascal, est-ce qu'on peut la reproduire pour un événement, pour un collectionneur, pour la FIAC? Le proto, bah voilà, c'est une pièce importante dans le travail de Vincent. Qui a été montrée effectivement en extérieur à la FIAC, dans le jardin des Tuileries. Ouais. Et il y a un très joli Vincent Mauger aussi à Couéron dans le cadre du voyage à Nantes. Enfin, il y en a plusieurs à Nantes. Moi, j'ai une question pour vous deux qui est... parce que vous parlez art, vous êtes directeur artistique, et puis on entend aussi 50 000 visiteurs par an, c'est ça? Hier soir, il y a eu une discussion avec les participants à cette journée qui était un été au Havre, première édition, 1 euro investi, 4 euros de retombées. Comment on arrive, quand on est directeur artistique, à résister à la pression du marketing territorial? C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces événements vont attirer du monde et qu'ils sont aussi faits pour ça. Et comment on arrive à maintenir une exigence artistique et à résister à ce qu'attendent les élus qui sont aussi financeurs, c'est-à-dire attirer du monde et faire connaître leur ville. Parce que moi, j'ai été très frappée depuis le lancement d'un été au Havre de voir les Parisiens dire que le Havre était la ville la plus extraordinaire du monde. Alors que c'est... Ils ont raison. Oui, mais ils ont raison depuis pas très longtemps, en fait. Tout à fait. Pascal, tu veux... Nous, on n'a pas du tout cette problématique-là. On est hors de cette problématique. Il y a un rapport de confiance avec nos élus de proximité. Voilà, quel que soit leur mandat, mais, notre grand élu local, c'est Gérard Longuet. Bon, voilà. Donc, voilà, on parle le même langage. Enfin, je dirais, mais on parle de... Imaginez, mon budget, c'est 420 000 euros par an. C'est rien. C'est rien du tout. On fait des miracles avec ça. Donc, ça veut dire... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ces problématiques, elles sont pas... On est dans une fracture culturelle énorme. 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 Voilà. C'est deux mondes. Donc la question, même le vocabulaire que vous avez employé, j'ai jamais entendu sur mon territoire. Mais jamais. C'est des mondes qui ne se parlent pas. Enfin, je veux dire, cette logique-là, je ne la rencontre pas sur mon territoire. Par contre, le projet, et c'est ça mon projet, il parle à tout le monde. Il parle à l'habitant, il parle, voilà, tout le monde s'y retrouve. Et ça, je suis persuadé que c'est possible. Et on le vit 24 heures sur 24. Tout public. C'est possible pour tout public, sans problème. Du chasseur, qui va se positionner à côté d'une œuvre et qui va donner un surnom à l'œuvre, à l'amateur d'art, au collectionneur, au journaliste, enfin, tout là. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce contraste très fort entre une ruralité, on met les bottes, enfin, une extrême, et une modernité extrême. Alors, pour le Havre, pardon, j'avais oublié la question. Je vais répondre rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on déborde trop. Pour le Havre, moi, je répondrai assez simplement. Moi, je dirais que plus on associe l'art à une forme d'attractivité, plus je me sens libre d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'on fait confiance aux directeurs artistiques que nous sommes pour croire justement que les pratiques artistiques peuvent attirer les gens, peuvent les transformer la vision d'une ville. Donc pour moi, je ne le ressens absolument pas comme une pression. Sincèrement, depuis un an, là, j'ai pas de pression aux chiffres. Enfin, on ne me dit pas l'objectif, c'est d'attirer tant de personnes ou quoi. Vraiment, sincèrement, on n'a jamais eu cette discussion. Elle était peut-être présente, en revanche, en 2017, quand il s'agissait de célébrer les 500 ans du Havre. Il y avait évidemment une question d'image pour la ville. Aujourd'hui, voilà, ça a été bien fait. Donc, en réalité, la ville est associée à l'image, quoi, je veux dire, enfin, à l'image de l'art. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un fauteuil, parce que c'est plus simple. C'est déjà en place. Et aujourd'hui, il s'agit de travailler cette question. Et c'est un bon exemple aujourd'hui de voir qu'en réalité, cette question de l'art, elle intéresse les gens. Et je pense que peut-être que le Covid aussi a changé des choses par rapport à une forme de quête de sens, d'un certain nombre de bullshit qui sont un peu comme ça mis à nu pendant cette période presque, j'ai envie de dire, d'introspection ou quoi qu'on a tous traversé. Et peut-être que ces réponses qui sont apportées par les artistes paraissent un peu plus denses, un peu plus intéressantes
après le Covid qu'avant, mais je ne sais pas. Moi, j'ai ce sentiment, mais c'est très personnel. Je ne sais pas si je réponds parfaitement à votre question, mais on a une question dans le fond, et puis monsieur ensuite, et ça sera bientôt les dernières questions pour ne pas trop... Pardon, excuse-moi. C'est pas vraiment une question. En fait, pour abonder dans le sens de votre question à vous, ce que je vois dans le vent des forêts, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le temps long. C'est le temps qu'on s'accorde à travailler avec les acteurs locaux, avoir des vraies rencontres entre les artistes et les artisans. Et ce rapport aux élus locaux, il est fatalement incarné. Enfin, le rapport qu'on a au succès de l'opération, il est fatalement incarné parce qu'il y a ce travail dans le temps long et qui permet de... Enfin, voilà, on ne fait pas une preuve par la communication. Le travail, il existe. Et le travail humain dont vous parliez, il existe et il n'est pas à démontrer. C'est un travail de confiance sur le long terme. Voilà. Puis et moi, j'insiste vraiment là-dessus. Je défends mon métier, si vous voulez. Je défends ce que c'est qu'un directeur artistique, ce que c'est que programmer. Ça ne s'invente pas. C'est une vision, c'est des paris, c'est de la mesure. C'est un métier en soi. Hein, vraiment, c'est... voilà, moi... C'est un mariage entre les artistes et les artisans et les habitants. Enfin, j'imagine que dans la sélection, ça c'est une question par exemple. Est-ce que vous, dans le choix des artistes que vous invitez, est-ce que vous faites attention à cette manière dont les artistes peuvent s'intégrer dans cette ruralité? Pas tellement. Enfin, non, parce que je prends le pouls. Mais par contre, je vais faire ça se construit. Hein, c'est pas un lancer de dés. Hein, tout est... chaque artiste ayant son tempérament, sa culture, voilà. J'essaie de faire des mariages, enfin, tu vois, des combinaisons. Enfin, tout en étant discret, hein, mais tout se prépare. C'est du point de croix à chaque fois. Hein, c'est de l'attention. Parce que je sais qu'il y aura un relais d'autonomie auprès de l'agriculteur, parce qu'un artiste qui est véhiculé ou pas. Enfin, c'est plein de petites questions de technique. Et puis, comment les choses sont relais, sans moi, comment on fait confiance. Hein. Ces territoires, il est important de faire confiance. Et ça, moi, j'ai appris un peu, au bout de 15 ans, à vraiment, de plus en plus, faire confiance à mon territoire. Donc, c'est un aller-retour constant. Dernière question ou pas? Alors, une dernière question. Désolé, je suis obligé de presser un peu parce que nous n'avons que 10 minutes de retard. Non. Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. Jamais. Ce qui m'intéresse, c'est un processus de travail, un artiste. C'est-à-dire que d'un seul coup, un matériau, un artiste, sa recherche. Là, par exemple, j'invite un artiste qui travaille le cardage, enfin, la laine de mouton, voilà, pour un grand tableau. Enfin, ce qu'on a, l'aventure que potentiellement je devine, et donc ça veut dire qu'après tout va s'enchaîner. Mais on part jamais la vision d'un site au préalable. Par contre, Mais alors après, vous l'emmenez sur un site ou c'est lui qui le choisit? Ah non, parce qu'il va être paumé. C'est 5000 hectares, c'est 45 km. Alors pourquoi ça arrive à tel endroit? On va prendre la voiture et on va voir 4-5 lieux. Je vais lui dire, tiens, la lumière elle vient comment, minérale, l'arrière-fond il est comment, c'est une forêt d'épicéas, de sapins. Ah mais ce contraste avec la mousse au sol, on va voir 4-5 lieux. Il va me dire, ça serait bien en hauteur, mais je vais lui dire, mais attention, tu es sur de la laine, la prise au vent ça va être compliqué, donc on va éliminer. Tu vois, mais ça se fait en 2 jours. Et après on va appeler l'ONF, est-ce que d'un seul coup une exploitation d'Antiel-Toin, et on gagne beaucoup de temps parce que on connaît tout le monde. Donc c'est simplement un coup de téléphone. Sur un autre territoire, ça prendrait une lettre, une bafouille pendant 15 jours, t'attends, là. Et là, c'est un coup de téléphone. Voilà. Donc si tu veux, cet accélérateur-là, voilà. Alors, juste une parenthèse, on a croisé les maisons Sylvestre, une commande auprès de Nathalie Crasset, donc ça veut dire aussi... Alors, tout ça, voilà, il y a plein de choses, bien sûr, l'aspect pédagogique, les élèves, l'interrelation avec les écoles, le séjour dans des maisons Sylvestre de Nathalie. Voilà, c'est comment il y a de l'ancrage, comment on expérimente, comment on séjourne, voilà, c'est tout ça, hein, mais c'est beaucoup de travail, vous l'avez compris.
Pascal, merci infiniment. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci. Merci beaucoup vraiment pour Merci cette présentation, et j'espère que, enfin, je suis sûr que certaines personnes ne connaissaient pas ce programme et vont y prêter une autre attention. On va se retrouver dans 10 minutes avec l'intervention de Grégory Chatonsky. 10 minutes de pause, le temps pour ceux qui ont déjà faim de prendre peut-être un petit truc à venir manger. Vous pouvez le manger ici, bien sûr. Et une intervention explosive. Je mets ça parce que Grégory aime bien que je lui mette la pression. Dans une dizaine de minutes, donc sur l'intelligence artificielle, la ville de demain, qui va être absolument passionnante. À tout de suite.